Le 1er septembre 1939, le matin même où les chars allemands franchissaient la frontière polonaise, un général de brigade de 58 ans, nommé George Catlett Marshall, entra dans le bâtiment du département de la guerre à Washington et prêta un serment qui allait changer le cours de l'histoire. Il portait ce jour-là un costume civil blanc, évitant délibérément la tenue militaire pour ne pas paraître impatient de la guerre qui venait de commencer en Europe. À 10h30 ce matin-là, dans le bureau du secrétaire à la guerre Harry Woodring, Marshall prêta serment en tant que chef d'état-major de l'armée des États-Unis et fut promu au rang de général 4 étoiles. Il avait reçu la nouvelle de l'invasion allemande à 3h50 du matin. Au moment où il prêta serment, Varsovie était déjà sous les bombardements. L'armée dont il héritait était une catastrophe en devenir. Moins de 190 000 soldats servaient sous l'uniforme. Cette force se classait quelque part autour de la 19e place mondiale, plus petite que les armées du Portugal, de la Suisse et de la Belgique. Pour mettre cela en perspective, l'Allemagne venait d'envahir la Pologne avec plus d'1 500 000 soldats. L'armée américaine tout entière aurait pu être engloutie par un seul groupe d'armées allemands avec de la place en réserve. L'équipement datait de la guerre précédente, les chars étaient si rares que les soldats s'entraînaient avec des camions portant des pancartes indiquant « chars ». L'armée possédait moins de 500 chars au total, la plupart étant des modèles légers qui auraient été détruits en quelques minutes face aux panzers allemands. Les pièces d'artillerie étaient des restes de 1918. Les fusils étaient les mêmes modèles Springfield que les Doug Boys avaient portés dans les tranchées de France 2 décennies plus tôt. Les 9 divisions d'infanterie qui existaient sur le papier étaient bêtes des coquilles vides. Seules 3 divisions approchaient de leur effectif complet. Les 6 autres comptaient en moyenne seulement 3 000 hommes, chacune au lieu des 15 000 requis pour la capacité opérationnelle au combat. Les 4 armées qui administraient les États-Unis continentaux avaient chacune des états-majors squelettiques de seulement 400 soldats. Aucune division américaine ne possédait une capacité opérationnelle complète. Mais Marshall comprenait que la crise était plus profonde que les pénuries d'équipement ou les déficits en effectifs. Le véritable problème était le commandement. Les hommes qui devraient commander les soldats américains dans la guerre à venir étaient trop vieux, trop ancrés dans leurs habitudes et trop confortables dans leur position pour mener quiconque au combat moderne. Marshall regardait ses officiers généraux et voyait ce qu'il appela plus tard une artériosclérose considérable. L'âge moyen des généraux était inquiétant. Beaucoup occupaient leurs postes actuels depuis des années, présidant au même petit commandement, assistant aux mêmes fonctions sociales, menant les mêmes batailles bureaucratiques qu'ils menaient depuis des décennies. Marshall savait que le sentiment et la tradition ne pouvaient être autorisés à faire obstacle à la survie nationale. En 2 ans, il forcerait environ 600 officiers à quitter l'armée. Il mettrait fin à des carrières, détruirait des amitiés et se ferait des ennemis au Congrès. On l'accuserait de vider le cerveau de l'armée. Et il créerait la génération de commandants qui remporterait la Seconde Guerre mondiale. Le problème auquel Marshall était confronté se construisait depuis 2 décennies. Le système de promotion dans l'armée, en temps de paix, fonctionnait presque entièrement par ancienneté. Un officier ne pouvait avancer tant que quelqu'un au-dessus de lui ne prenait pas sa retraite ou ne mourait pas. En dessous du rang de général de brigade, il n'existait essentiellement aucune autre voie vers le haut. Le mérite comptait peu, l'initiative était souvent punie. La stratégie de carrière la plus sûre était d'éviter les erreurs, de cultiver les relations avec les supérieurs et d'attendre. Le résultat était un goulot d'étranglement que les planificateurs appelaient la bosse. Environ 4200 officiers, près d'un tiers de l'ensemble du corps des officiers de l'armée régulière, étaient regroupés dans une tranche d'âge extraordinairement étroite. Ces hommes étaient entrés en service pendant la Première Guerre mondiale, avaient reçu des promotions rapides en temps de guerre pendant ce conflit, puis avaient vu leur carrière stagner pendant les 20 années suivantes. Les chiffres racontaient une histoire sinistre. Plus de 1800 capitaines avaient dans la quarantaine. Plus d'1 millier d'officiers dont l'âge et l'expérience les qualifiaient pour le grade de lieutenant-colonel restaient bloqués comme capitaines en 1940. 234 lieutenants avaient également la quarantaine. Des hommes qui avaient dépassé plus de 2 décennies au grade d'officier commissionné le plus bas.
Le problème se composait de lui-même. Les jeunes officiers talentueux regardaient leurs aînés et ne voyaient aucun avenir. Beaucoup des meilleurs partaient pour des carrières civiles où la capacité était récompensée. Ceux qui restaient devenaient souvent cyniques, accomplissant les gestes du service militaire en attendant la retraite. L'armée en temps de paix n'attirait ni ne retenait le talent dont elle aurait besoin en guerre. Marshall comprenait ce problème personnellement. Il avait été colonel pendant la Première Guerre mondiale, servant comme chef des opérations pour la 1re division d'infanterie, puis comme chef d'état-major pour le 8e corps et la 1re armée. Sa performance avait été exceptionnelle. Le général John Pershing, commandant des forces expéditionnaires américaines, considérait Marshall comme l'un des officiers les plus capables de l'armée. Mais après l'armistice, Marshall fut rétrogradé au rang de capitaine. Les promotions en temps de guerre s'évaporèrent. Il servit 15 années de plus avant de retrouver le rang de colonel. Le système qui avait failli faire dérailler sa propre carrière était maintenant le sien à réformer. Les généraux qui commandaient à l'armée en 1939 étaient-ils les produits de ce système brisé? La plupart avaient atteint leur position par la patience plutôt que par la performance. Ils avaient attendu leur tour, évité la controverse et survécu à leurs concurrents. Les qualités qui les avaient rendus prospères en temps de paix, la prudence, la déférence envers les supérieurs, la maîtrise des procédures bureaucratiques, étaient précisément les qualités qui feraient tuer des hommes en guerre. Marshall avait observé ses officiers pendant des années. Il connaissait leurs forces et leurs faiblesses. Il savait lesquels pouvaient s'adapter et lesquels ne le pouvaient pas. Il savait lesquels s'élèveraient face à la crise et lesquels s'effondreraient sous la pression. Les connaissances qu'il avait accumulées au cours de 3 décennies de service détermineraient maintenant qui mènerait l'armée américaine au combat. Marshall témoigna devant le Congrès en avril 1940 et exposa sa philosophie avec sa franchise caractéristique. Le commandement sur le terrain, dit-il, dépend dans une large mesure des jambes, de l'estomac et du système nerveux. Il dépend de la capacité à supporter les épreuves et le manque de sommeil et à rester disposé énergiquement et agressivement à commander des hommes, à dominer des hommes sur le champ de bataille. Les généraux dont il avait hérité, croyait Marshall, ne pouvaient pas répondre à cette norme. La plupart d'entre eux étaient trop vieux pour commander des troupes au combat sous la pression terrible de la guerre moderne, écrivit-il. Leurs esprits n'en étaient figés dans des schémas dépassés, et ils ne pouvaient donc pas changer pour répondre aux nouvelles conditions. Ce n'était pas de la simple théorie. Marshall avait étudié les campagnes allemandes en Pologne et en France. Il avait vu comment la vitesse, l'agressivité et l'initiative à tous les niveaux de commandement avaient brisé des forces plus importantes qui s'appuyaient sur des approches méthodiques. Les Allemands avaient introduit une nouvelle façon de faire la guerre. Leurs commandants prenaient en heure des décisions qui auraient pris des jours aux armées traditionnelles. Ils exploitaient le succès sans pitié, s'enfonçant profondément en territoire ennemi avant que les défenseurs ne puissent réagir. Les généraux qui mèneraient les soldats américains contre un tel ennemi devaient-ils penser et agir différemment de leurs prédécesseurs? Ils devaient se déplacer vite, décider vite et accepter le risque. Ils avaient besoin d'endurance physique pour commander depuis le front plutôt que depuis des quartiers généraux confortables à des kilomètres derrière les lignes. Ils avaient besoin du courage moral pour prendre des décisions difficiles quand des vies étaient en jeu. Mais retirer des officiers supérieurs du commandement n'était pas une affaire simple. L'armée avait des traditions remontant à la Révolution. Les officiers avaient des amis au Congrès, des connexions dans l'industrie, des camarades de classe dispersés dans tout le service. Des carrières qui s'étendaient sur des décennies ne pouvaient être terminées sans conséquences. Les risques politiques étaient énormes. Chaque général que Marshall écartait avait d'anciens subordonnés qui se souviendraient de l'affront. Chaque retraite forcée créait des ennemis qui pourraient le saper plus tard. Les épouses des officiers supérieurs formaient un réseau social à Washington qui pouvait faire ou défaire des réputations. Marshall ne réformait pas simplement l'armée, il perturbait un mode de vie. Marshall procéda quand même, il avait déjà fait face à l'opposition. Tôt dans sa carrière, il avait contredit le général Pershing lors d'une réunion et s'attendait à être relevé. Au lieu de cela, Pershing l'avait promu. Marshall apprit qu'un conseil honnête délivré avec respect, mais fermement,
gagnait plus de respect que la flatterie maladive. Il appliqua cette leçon maintenant. Il commença de manière informelle au début, utilisant son autorité de chef d'état-major pour réaffecter des officiers à des postes moins critiques, pour les passer sous silence pour des promotions, pour encourager la retraite anticipée. Lorsque ces mesures se révélèrent insuffisantes, il chercha l'autorité législative pour retirer directement les officiers. Le mécanisme qu'il créa devint connu sous le nom de commission d'épuration, bien que son nom officiel fût commission de retrait. La deuxième loi d'appropriation supplémentaire de 1940 donna à Marshall l'autorité dont il avait besoin en éliminant l'exigence que les promotions en dessous du grade de général de brigade se fassent uniquement par ancienneté. Cela lui permit de promouvoir des officiers plus jeunes au-dessus de leurs aînés et d'écarter ceux qui ne pouvaient pas répondre aux exigences du commandement moderne. La commission elle-même se composait de 6 officiers généraux retraités délibérément choisis pour que les officiers en service ne jugent pas leurs rivaux potentiels. Marshall demanda à son prédécesseur immédiat comme chef d'état-major, le général Malin Craig, de sortir de sa retraite et de présider la commission. Craig avait servi de 1935 à 1939 et était largement respecté dans toute l'armée. Sa présence conférait de la légitimité au processus. Personne ne pouvait accuser Marshall de régler des comptes personnels quand son propre prédécesseur prenait les décisions. Les instructions de Marshall à la commission établissaient la philosophie directrice. La mission, écrivit-il, n'est pas de peser une longue et brillante carrière contre un échec en 1940 ou 1941. Ce n'est pas la fonction de la commission de déterminer quel bonhomme il a été. Il s'agit plutôt de déterminer la valeur et l'utilité de l'individu pour l'armée aujourd'hui. Des temps critiques sont sur nous. La mesure doit être la performance d'aujourd'hui. Les officiers retirés par la commission recevaient un an pour prendre leur retraite, une sortie plus digne qu'un licenciement immédiat, mais une fin sans équivoque à leur carrière. L'autorité de la commission était étendue. Elle était habilitée à retirer de la promotion en ligne tout officier pour des raisons jugées bonnes et suffisantes. Les retraits documentés racontent une partie de l'histoire. Au cours de l'été et de l'automne 1941 seulement, la commission retira 31 colonels, 117 lieutenants-colonels, 31 majors, 16 capitaines et 269 officiers de la garde nationale et de la réserve. Les lieutenants-colonels constituaient le groupe le plus important car ils représentaient le goulot d'étranglement des vétérans de la Première Guerre mondiale qui attendaient depuis des décennies une promotion. Au cours des 5 années précédant la prise de commandement de Marshall, seulement 37 officiers au total avaient été retirés de l'armée, une moyenne de moins de 8 par an. Marshall augmenta le taux de retrait de plus de 5 fois. Finalement, 500 colonels furent brillés forcés à la retraite. Marshall lui-même estima qu'il avait écarté au moins 600 officiers avant que les États-Unis n'entrent en guerre. L'ampleur de la purge devint claire lors des manœuvres de Louisiane d'août et septembre 1941. Ces exercices massifs impliquant près d'un demi-million de soldats sur une vaste étendue de Louisiane et de l'est du Texas servirent d'examen final de Marshall pour son corps d'officiers. Les manœuvres furent les plus grands exercices militaires de l'histoire américaine jusqu'à ce moment. Elles testaient non seulement les compétences tactiques, mais le commandement dans des conditions qui se rapprochaient du combat. Les unités manœuvraient jour et nuit. Les communications étaient perturbées. Les plans s'effondraient et devaient être improvisés. Le brouillard de la guerre, ou du moins une approximation raisonnable de celui-ci, descendait sur des commandants qui avaient passé des décennies dans la routine prévisible du service en temps de paix. Marshall observait attentivement pour voir quels commandants pouvaient gérer le stress, lesquels pouvaient s'adapter aux circonstances changeantes, lesquels pouvaient diriger des hommes dans des conditions qui se rapprochaient du combat. Il se déplaçait constamment entre les postes de commandement, observant comment les généraux réagissaient au revers, comment ils communiquaient avec leurs états-majors, comment ils maintenaient le moral des troupes épuisées. Sur les 42 généraux qui commandèrent une division, un corps ou une armée pendant ces exercices, les historiens estiment que seulement 11 allaient occuper des commandements de combat pendant la guerre. Les 31 autres furent écartés, réaffectés ou mis à la retraite. Marshall avait vu ce qu'il devait voir. Un incident pendant les manœuvres devint légendaire.
George Patton, commandant alors la 2e division blindée, était censé être contenu par une ligne défensive. Au lieu de cela, il mena ses chars dans une marche de nuit autour du flanc ennemi, se déplaçant si vite que les arbitres ne pouvaient pas le suivre. À l'aube, les chars de Patton firent irruption dans le quartier général du lieutenant-général Hugh Drum, capturant nominalement le commandant de la force adverse. La manœuvre était brillante, agressive et exactement le type d'initiative que Marshall voulait voir. Patton avait prouvé qu'il pouvait se déplacer et penser plus vite que ses adversaires. Drum avait prouvé qu'il ne pouvait pas s'adapter lorsque les circonstances changèrent de manière inattendue. Les deux leçons influenceraient les décisions de Marshall sur qui mènerait au combat. Les hommes que Marshall retira n'étaient pas incompétents. Beaucoup avaient servi honorablement pendant des décennies. Certains avaient des dossiers distingués de la Première Guerre mondiale. Mais Marshall appliquait une norme impitoyable. Les réalisations passées ne signifiaient rien si un officier ne pouvait pas performer aujourd'hui. Une carrière brillante était sans importance si les meilleures années d'un homme étaient derrière lui. Une confrontation illustra l'approche de Marshall. Un général à Fort Leavenworth reçut l'ordre de mettre à jour les manuels d'entraînement de l'armée pour refléter les leçons des campagnes allemandes en Europe. Il dit à Marshall que le travail prendrait 18 mois. Marshall offrit 3 mois. Le général refusa. Marshall offrit 4 mois. Le général dit que c'était impossible, que de telles révisions complètes ne pouvaient pas être achevées en moins d'1 an et demi. Marshall lui demanda de reconsidérer, l'avertissant de faire très attention à cette réponse. Lorsque le général insista sur le fait que le calendrier ne pouvait pas être raccourci, la réponse de Marshall fut immédiate. « Je suis désolé, alors vous êtes relevé. » L'incident révéla quelque chose d'essentiel sur le commandement de Marshall. Il n'éleva pas la voix, il ne menaça pas. Il énonça simplement l'exigence et n'accepta aucune excuse. Les officiers qui ne pouvaient pas répondre à ces normes étaient retirés indépendamment de leur service précédent ou de leur connexion. Les manuels, incidemment, furent achevés en 4 mois par d'autres officiers. Marshall montra la même froideur envers ses amis personnels. Un général envoyé en France pour une mission importante expliqua qu'il ne pouvait pas partir rapidement parce que sa femme était absente et que les meubles de la maison restaient non déballés. Marshall l'appela personnellement pour confirmer que c'était sa position. Lorsque le général dit que c'était le cas, Marshall répondit « Eh bien, mon Dieu, nous sommes en guerre et vous êtes un général. Je suis désolé aussi, mais vous serez mis à la retraite demain. » La victime la plus médiatisée des réformes de Marshall fut le lieutenant-général Hugh Drum. Bien que son sort soit venu d'avoir été ignoré plutôt que formellement retiré, Drum avait atteint le rang de général de division en 1930 et avait occupé presque tous les postes supérieurs en dessous de chef d'état-major. Il avait été chef d'état-major pour la première armée en France pendant la Première Guerre mondiale. Douglas MacArthur affirmait qu'il avait pratiquement dirigé l'armée. Selon toutes les mesures d'ancienneté et d'expérience, Drum aurait dû devenir chef d'état-major. Mais Drum avait promu sa propre cause si vigoureusement qu'il aliéna le président Franklin Roosevelt. Il fit du lobbying ouvertement pour le poste, cultiva la couverture médiatique et rendit clair qu'il s'attendait à ce que le poste lui revienne de droit. Lorsque la nomination fut faite en 1939, Roosevelt passa outre Drum et 32 autres officiers supérieurs pour sélectionner Marshall, qui était 34e dans l'ancienneté globale de l'armée. Marshall avait été dépassé en grade par 21 généraux de division et 11 généraux de brigade. Drum ne pardonna jamais l'affront et ne cessa jamais de manœuvrer pour un haut commandement. Pendant la guerre, il fut convoqué à Washington s'attendant à recevoir le commandement des forces américaines en Europe, sur la base d'une conversation avec Roosevelt de 1939. Au lieu de cela, Marshall lui offrit le poste de chef d'état-major auprès de Chiang Kai-shek en Chine. Drum s'opposa vigoureusement. Il dit que la mission était nébuleuse, incertaine et indéfinie. Il se plaignit de servir 3 maîtres, y compris Chiang, les Britanniques et Washington. Lorsque Marshall dit qu'aucune grande force américaine n'irait en Chine, Drum remarqua qu'il serait gaspillé dans un poste mineur. Marshall conclut que Drum manquait d'enthousiasme pour l'affectation et recommanda de ne pas l'envoyer. Joseph Stilwell fut sélectionné à la place le 14 janvier 1942. Lorsqu'on demanda à Stilwell s'il accepterait le difficile commandement en Chine, sa réponse fut simple.
J'irai où l'on m'envoie. Drum fut relégué au commandement du commandement de défense de l'Est, essentiellement un service de défense intérieure sur la côte Est américaine. Il atteignit l'âge de retraite obligatoire de 64 ans en septembre 1943. Il reçut sa deuxième médaille du service distingué lors d'une cérémonie où Marshall lui-même lut la citation, mais il ne reçut jamais le commandement de combat qu'il avait recherché pendant des décennies. L'ironie est que Fort Drum à New York porte son nom. Aucune installation militaire ne porte le nom de Marshall. Les retraits firent de la place pour les officiers que Marshall croyait pouvoir gagner la guerre. Mais identifier ces officiers nécessitait un talent différent, la capacité de reconnaître un potentiel qui n'avait pas encore été prouvé, de voir ce que les hommes pourraient devenir plutôt que ce qu'ils avaient déjà accompli. Une légende grandit autour des méthodes de Marshall. Les gens disaient qu'il gardait un petit carnet noir contenant les noms d'officiers prometteurs qu'il avait observés tout au long de sa carrière. L'histoire fut répétée si souvent qu'elle devint acceptée comme un fait. Le propre biographe de Marshall, Forrest Pogue, la mentionna dans son œuvre à la page 95 du deuxième volume, mais le petit carnet noir n'a jamais existé. La fondation George C. Marshall a confirmé qu'aucun tel carnet n'a jamais été trouvé parmi les papiers de Marshall. Lorsque le docteur Larry Bland, l'éditeur des papiers de George Catlett Marshall, demanda directement à Pogue, à 2 reprises distinctes, si Marshall gardait un tel livre, Pogue confirma qu'il ne le faisait pas. Pogue admit qu'il avait répété le mythe quand il était présumé réel et dit qu'il regrettait de l'avoir inclus dans ses écrits parce que cela donnait à l'histoire une autorité qu'elle ne méritait pas. Ce que Marshall possédait réellement était une mémoire extraordinaire. Tout au long de sa carrière, il avait observé des officiers à des points d'observation clés à Fort Benning, où il servit comme commandant adjoint de 1927 à 1932. Il avait regardé des centaines d'officiers enseigner, apprendre et diriger en Chine, à Washington et dans divers postes d'état-major. Il avait noté qui montrait de l'initiative et qui attendait les ordres, qui pouvait penser clairement sous pression et qui se figeait, qui pouvait inspirer les hommes et qui se contentait de les commander. La liste des officiers prometteurs existait entièrement dans son esprit. Il pouvait se rappeler des conversations d'années auparavant, des impressions formées en passant, un potentiel entrevu dans un seul exercice ou une réunion d'état-major. Ce catalogue mental accumulé sur des décennies déterminerait qui mènerait les forces américaines au combat. Pendant ces années à Fort Benning, environ 150 futurs généraux fréquentèrent l'école d'infanterie, avec environ 50 servants dans le corps professoral. Marshall les observa tous. Il leur assigna des problèmes difficiles et observa comment ils répondaient. Il nota qui posait les bonnes questions et qui acceptait les réponses faciles. Ces officiers devinrent connus sous le nom d'hommes de Marshall, et leur carrière s'accélérerait considérablement une fois que Marshall aurait gagné le pouvoir de les promouvoir. La sélection de Dwight Eisenhower démontra les méthodes de Marshall en action. Leur premier contact significatif eut lieu en 1930, lorsque Marshall fut impressionné par un jeune major travaillant au personnel de la Commission américaine des monuments de guerre qui avait aidé le général John Pershing à réviser ses mémoires. Le travail exigeait du tact, de l'intelligence et la capacité de gérer un supérieur difficile. Marshall nota ses qualités et se souvint du nom du jeune officier. Marshall offrit à Eisenhower un poste au sein de la faculté de Fort Benning. Eisenhower déclina poliment car il avait déjà reçu des ordres pour une affectation convoitée à l'état-major général à Washington. Le refus n'offensa pas Marshall. Si tant est, cela démontra qu'Eisenhower pouvait prendre des décisions et s'y tenir. Leurs chemins se croisèrent à nouveau lors des manœuvres de Louisiane, en septembre 1941. Eisenhower était alors lieutenant-colonel servant comme chef d'état-major pour le lieutenant-général Walter Kruger de la 3e armée. Sa performance attira l'attention de Marshall. Eisenhower avait aidé à planifier des opérations qui surpassèrent constamment les forces adverses. Son travail d'état-major était méticuleux mais non rigide. Lorsque les plans devaient les changer, et il les changeait. Le moment décisif survint le 14 décembre 1941, exactement une semaine après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Marshall convoqua Eisenhower à Washington. Eisenhower vola depuis Fort Sam Houston au Texas, arrivant épuisé après des retards et du mauvais temps.
C'était la première fois qu'il parlait à Marshall pendant plus de 2 minutes. Marshall présenta un aperçu sombre de la situation dans le Pacifique. Les Philippines, où Eisenhower avait servi 4 ans sous MacArthur, étaient attaquées. La flotte du Pacifique avait été dévastée à Pearl Harbor. Les forces japonaises avançaient à travers l'Asie du Sud-Est. La situation stratégique semblait désespérée. Puis Marshall posa un test. Quelle devrait être notre ligne d'action générale ? Eisenhower demanda quelques heures et un bureau. Marshall fournit les deux. Plusieurs heures plus tard, Eisenhower revint avec un mémorandum qui reconnaissait que les Philippines ne pouvaient être sauvées, mais soutenait qu'elles ne pouvaient être abandonnées non plus. Les États-Unis devaient faire tous les efforts pour soutenir les défenseurs, même si l'effort était finalement futile, car les abandonner détruirait la crédibilité américaine auprès des Alliés dans tout le Pacifique. Il recommanda de développer l'Australie comme base pour les opérations dans le Pacifique. Cette analyse devint le cœur de la stratégie du Pacifique. Plus important encore, elle démontra exactement ce que Marshall voulait voir. Eisenhower n'avait pas demandé plus d'informations. Il n'avait pas sollicité un comité pour étudier le problème. Il n'avait pas nuancé ses conclusions avec des réserves. Il avait analysé la situation, pris une décision et présenté une recommandation claire. La réponse de Marshall révéla sa philosophie. Eisenhower, dit-il, le département est rempli d'hommes capables, qui analysent bien et analysent bien leurs problèmes, mais se sentaient toujours obligés de me les apporter pour une solution finale. Je dois avoir des assistants qui résoudront leurs propres problèmes et me diront plus tard ce qu'ils ont fait. Eisenhower avait réussi le test. Marshall l'affecta à la division des plans de guerre, supervisant les Philippines et l'Extrême-Orient. En février 1942, seulement 2 mois plus tard, Eisenhower était chef de toute la division des plans de guerre. Son ascension ultérieure fut la plus rapide de tous les généraux de la Seconde Guerre mondiale. De lieutenant-colonel en décembre 1941, il devint général 5 étoiles de l'armée en décembre 1944, une promotion qui survint seulement 4 jours après que Marshall lui-même reçut sa 5e étoile. George Patton présentait un type de défi différent. Marshall connaissait Patton depuis la Première Guerre mondiale et avait renouvelé l'amitié à Fort Myer fin 1938, lorsque Patton commandait la 3e cavalerie. Les deux hommes étaient une étude de contraste. Marshall était réservé, méthodique et effacé. Patton était flamboyant, impulsif et totalement convaincu de son propre destin. Marshall considérait Patton comme le meilleur général combattant des Alliés, mais reconnaissait qu'il nécessitait une gestion. Patton, observa Marshall, a besoin d'un frein pour le ralentir car il est susceptible de foncer à toute allure, propulsé par son enthousiasme et son exubérance. Catherine Marshall, l'épouse du général, dit un jour à Patton qu'il ne pouvait pas parler comme il le faisait. « George, vous dites ces choses scandaleuses, et ensuite vous me regardez pour voir si je vais sourire, » dit-elle. Un général ne peut pas parler de manière aussi extravagante. À 54 ans, Patton tombait dans la catégorie des officiers qui auraient pu être écartés selon les normes d'âge de Marshall. Il survécut à l'examen du conseil d'épuration uniquement parce qu'il démontra l'énergie et la détermination d'un homme beaucoup plus jeune. Sa performance lors des manœuvres de Louisiane, où sa division blindée tourna en rond autour de l'opposition, prouva que l'âge n'avait pas diminué ses capacités. Marshall éleva Patton de colonel en juillet 1938 à général 4 étoiles en avril 1945. Le parcours entre ces grades fut tumultueux. La bouche de Patton lui causa des ennuis à répétition. Ses actions frôlaient parfois l'insubordination, mais Marshall le protégea car il reconnaissait que Patton était irremplaçable. 2 fois pendant la guerre, Marshall intervint pour sauver la carrière de Patton. En Sicile, Patton gifla 2 soldats souffrant de fatigue au combat, un incident qui devint un scandale lorsque les journalistes en furent informés. Eisenhower, qui commandait le théâtre méditerranéen, envisagea de renvoyer Patton chez lui en disgrâce. Marshall conseilla la patience. Patton était trop précieux pour être perdu. Après l'affaire de Knutsford en Angleterre, lorsque Patton fit des remarques impolitiques suggérant que les États-Unis et la Grande-Bretagne gouverneraient le monde d'après-guerre sans mentionner l'Union soviétique, Marshall le protégea à nouveau. L'incident faillit coûter à Patton son commandement à la veille de l'invasion de Normandie. L'intervention de Marshall le maintint en place. Omar Bradley représentait encore une autre voie vers le haut commandement.
Il avait servi comme instructeur de tactique à Fort Benning. Durant le mandat de Marshall comme commandant adjoint, les deux hommes avaient travaillé étroitement ensemble et Marshall avait observé les méthodes d'enseignement de Bradley, son traitement des étudiants et son approche des problèmes militaires. Marshall décrivit Bradley comme calme, modeste, capable, avec un bon sens solide. Ce n'étaient pas des qualités flamboyantes, mais c'étaient les qualités que Marshall appréciait le plus. Bradley ne cherchait pas l'attention, il ne se promouvait pas lui-même. Il faisait simplement son travail avec une compétence constante. Bradley écrivit plus tard qu'aucun homme n'avait eu une plus grande influence sur lui personnellement ou professionnellement que George Marshall. La relation façonna toute la carrière de Bradley et son approche du commandement. Bradley passa de général de brigade en février 1941 à général 4 étoiles et commandant du 12e groupe d'armée, le plus grand commandement de terrain américain de l'histoire. Plus d'1,3 million soldats servirent sous son commandement durant les campagnes en France et en Allemagne. Il devint plus tard le premier président des chefs d'état-major interarmés, un poste qui le plaça au sommet de l'établissement militaire américain. Joseph Stilwell, connu sous le nom de Vinaigre Joe pour sa langue acérée et sa personnalité acide, impressionna Marshall si profondément que Marshall maintint ouvert le poste de chef de la section tactique à Fort Benning pendant une année entière jusqu'à ce que Stilwell devienne disponible. D'autres officiers voulaient le poste. Marshall attendit l'homme qu'il voulait. Marshall appela Stilwell, possédant un génie pour l'instruction, et l'un des hommes exceptionnellement brillants et cultivés de l'armée. La description de Stilwell comme cultivé aurait pu surprendre ceux qui ne connaissaient que son extérieur bourru, mais Stilwell parlait couramment le chinois, avait étudié l'histoire et la littérature chinoise, et comprenait l'Asie mieux que presque tout officier américain de sa génération. Lorsque Marshall eut besoin de quelqu'un pour gérer l'impossible mission en Chine que Drum avait rejetée, Stilwell fut son choix. La mission s'avéra aussi difficile que Drum l'avait craint. Stilwell se battit avec Chiang Kai-shek, entra en conflit avec les Britanniques et vit ses forces subir des défaites répétées. Mais il n'abandonna jamais, il ne demanda jamais à être relevé. Il fit exactement ce que Marshall lui avait demandé. La liste des commandants que Marshall identifia et éleva se lit comme une histoire de la victoire américaine lors de la Seconde Guerre mondiale. Mark Clark dirigea la 5e armée en Italie. Courtney Hodges commanda la 1re armée en Europe. Jacob Devers dirigea le 6e groupe d'armée lors de l'invasion du sud de la France. J. Lawton Collins devint l'un des commandants de corps les plus agressifs du théâtre européen. Lucian Truscott dirigea des divisions et des corps en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie et dans le sud de la France. Matthew Ridgway commanda les forces aéroportées en Normandie et dirigea plus tard le 18e corps aéroporté. Walter Kruger dirigea la 6e armée à travers le Pacifique. Ces hommes menèrent l'effort lié à les forces américaines, depuis les plages d'Afrique du Nord jusqu'au cœur de l'Allemagne, depuis les jungles de Guadalcanal jusqu'aux Philippines et au-delà. Ils vainquirent deux des puissances militaires les plus formidables de l'histoire simultanément. Les conséquences des réformes de Marshall devinrent claires lorsque les forces américaines furent mesurées contre des armées qui n'avaient pas subi de transformation similaire. La France offrit le contraste le plus dévastateur. Lorsque l'Allemagne attaqua en mai 1940, l'armée française possédait plus de chars que la Wehrmacht. Elle disposait d'effectifs adéquats avec environ 5 millions d'hommes sous les armes. Ces fortifications défensives, le long de la ligne Maginot, étaient des merveilles d'ingénierie qui représentaient la construction militaire la plus sophistiquée de l'époque. Sur le papier, la France aurait dû être capable de résister à l'assaut allemand. Mais le commandement français était âgé, rigide et piégé dans les schémas de la guerre précédente. Le général Maurice Gamelin, le commandant en chef français, avait 67 ans durant la campagne. Il avait établi son quartier général au château de Vincennes, une forteresse médiévale sans équipement de communication moderne. Le quartier général n'avait pas de radio. Les ordres voyageaient par courrier motocycliste, une méthode qui appartenait à 1914, pas à 1940. Gamelin avait décrété en 1935 que le haut commandement était le seul arbitre de la doctrine. Tous les articles, conférences et livres d'officiers en service nécessitaient une approbation avant publication.
Cela étouffa effectivement l'innovation et assura que la pensée militaire française restait figée dans les schémas de la Première Guerre mondiale. Les officiers qui questionnaient la doctrine établie risquaient leur carrière. Lorsque les Allemands percèrent à travers la forêt des Ardennes, une zone que Gamely avait laissée défendue par seulement 10 divisions de réserve, car il la considérait impraticable aux blindés, la structure de commandement française s'effondra. Gamelin resta assis dans ce que les observateurs appelèrent une immobilité tragique, incapable d'émettre des ordres décisifs alors que ses armées se désintégraient. La vitesse de l'avancée allemande submergea un système de commandement conçu pour le rythme délibéré de la guerre de tranchées. Son remplaçant, le général Maxime Weygand, avait 73 ans, encore plus âgé que Gamelin. Weygand arriva le 19 mai, 9 jours après le début de l'attaque allemande, lorsque la percée était déjà complète. En une semaine, il affichait un pessimisme qui aurait pu être interprété comme du défaitisme. La bataille était perdue avant qu'il ne puisse l'influencer. La France tomba en 6 semaines. Environ 60 000 soldats français moururent entre mai et juin 1940. La cause n'était pas un manque de courage parmi les troupes ou une pénurie d'équipement. Les soldats français combattirent Patti bravement dans de nombreux engagements. Les chars français étaient souvent supérieurs à leurs homologues allemands. La cause était un commandement qui ne pouvait s'adapter à la vitesse et à la violence de la guerre moderne. La Grande-Bretagne ne s'en sortit que marginalement mieux durant les premières années de la guerre. Le corps des officiers britanniques maintenait un système de sélection rigide basé sur les classes dans lequel 89% des candidats officiers au collège militaire royal de Sandhurst en 1939 provenaient d'écoles privées coûteuses. Le système produisait des administrateurs capables, mais décourageait le type d'initiative agressive que la guerre moderne exigeait. Les réformes britanniques ne vinrent qu'après que les défaites sur le champ de bataille forcèrent le changement. Le programme du corps de service général, qui tentait d'élargir la base du recrutement des officiers, ne fut introduit qu'en juillet 1942, près de 3 ans après le début de la guerre. À ce moment-là, la Grande-Bretagne avait subi des désastres en France, en Afrique du Nord et en Extrême-Orient. L'Allemagne, ironiquement, avait un système d'évaluation des officiers plus basé sur le mérite que la France ou la Grande-Bretagne. Les officiers allemands étaient notés dans cette catégorie, allant de aptes au haut commandement de la Wehrmacht à déjà inaptes au poste actuel. Les officiers subalternes pouvaient commander des groupes de combat au-dessus de leurs supérieurs en fonction de la nécessité tactique. Cette flexibilité combinée à une doctrine qui mettait l'accent sur l'initiative à tous les niveaux donna à l'armée allemande des avantages décisifs durant les premières années de la guerre. Mais la flexibilité allemande avait des limites. Adolf Hitler interféra de plus en plus avec les opérations militaires, passant outre ses généraux sur la base de l'intuition plutôt que de l'analyse. Les commandants qui n'étaient pas d'accord avec le Führer risquaient leur carrière et parfois leur vie. Les évaluations honnêtes qui auraient pu corriger la stratégie allemande furent supprimées en faveur de rapports qui disaient à Hitler ce qu'il voulait entendre. Les critiques de Marshall l'accusèrent de détruire la mémoire institutionnelle, de jeter des décennies d'expérience accumulées, de promouvoir des hommes non testés au détriment de leaders éprouvés. Les journaux de service l'accusèrent de se débarrasser de tous les cerveaux de l'armée. La réponse de Marshall fut caractéristiquement sèche. « Je ne pouvais répondre, dit-il, que j'éliminais une sclérose artérielle considérable. » L'opposition du Congrès se concentra sur les généraux de la garde nationale, ayant des connexions politiques. La garde était profondément liée à la politique des États. Les généraux de la garde devaient souvent leurs positions aux gouverneurs et législateurs, plutôt qu'aux mérites militaires. Lorsque des politiciens questionnèrent tes efforts pour remplacer le commandement des divisions de la garde, la réponse de Marshall fut directe. « Je ne vais pas le laisser commander cette division, dit-il d'un général politiquement connecté. Donc je vais vous le dire ainsi. S'il reste, je pars, et si je reste, il part. » Le politicien recula. La volonté de Marshall de miser sa position sur les décisions de personnel lui donna un levier que peu de chefs d'état-major avaient possédé. Lorsque le juge de la Cour suprême Félix Frankfurter transmit des critiques d'un ami dans la réserve de l'armée, Marshall répondit sèchement « La plupart de nos officiers supérieurs en service sont du bois mort et devraient être éliminés du service aussi rapidement que possible.
il n'adoucit pas ses opinions pour les amis des puissants. L'opposition n'arrêta jamais Marshall car il possédait quelque chose que ses critiques n'avaient pas, la confiance absolue du président Roosevelt. Le président avait sélectionné Marshall au-dessus de 33 officiers plus anciens, précisément parce qu'il reconnaissait en Marshall le courage moral de prendre des décisions difficiles. Roosevelt soutint son chef d'état-major de manière constante, même lorsque les coups politiques étaient significatifs. Les sélections de Marshall n'étaient pas infaillibles. Il fit des erreurs et il en tira des leçons. Il appréciait particulièrement Lloyd Fredendall, l'appelant l'un des meilleurs et remarquant que l'on pouvait voir la détermination sur tout son visage. Fredendall commanda la plus grande force opérationnelle de l'opération Torch, l'invasion alliée de l'Afrique du Nord en novembre 1942. À la passe de Kasserine en février 1943, Fredendall se révéla désastreux. Son poste de commandement était situé à 70 miles derrière les lignes de front dans un bunker souterrain élaboré que ses ingénieurs avaient passé des semaines à construire, alors que les unités de combat avaient besoin de leurs compétences ailleurs. Il émettait des ordres confus, utilisant un code personnel que ses subordonnés ne pouvaient comprendre. Lorsque les forces allemandes attaquèrent, les unités américaines étaient mal positionnées et encore plus mal coordonnées. Le résultat fut la pire défaite américaine de la guerre européenne. Plus de 6000 soldats américains furent tués, blessés ou capturés. Les pertes d'équipement furent stupéfiantes. Les commandants allemands, qui s'étaient demandé si les troupes américaines pouvaient se battre, conclurent que leurs doutes avaient été confirmés. Marshall et Eisenhower en vinrent tous deux à regretter la sélection de Fredendall. Mais le système que Marshall avait créé permettait la correction. Fredendall fut relevé et remplacé par Patton, qui transforma le corps vaincu en force combattante en quelques semaines. La capacité de retirer les commandants défaillants sans détruire leur carrière ou créer une crise politique était elle-même un produit des réformes de Marshall. Fredendall ne fut pas disgracié. Il fut renvoyé aux États-Unis pour entraîner de nouvelles troupes, un poste où ses compétences organisationnelles pouvaient être utiles sans les pressions du commandement au combat. Son expérience, même une expérience d'échec, ne fut pas gaspillée. Durant la guerre, 16 commandants de division de l'armée furent relevés pour cause, ainsi qu'au moins 5 commandants de corps. De manière critique, le système permettait les secondes chances. Au moins 5 généraux qui furent relevés du commandement au combat reçurent plus tard une autre division à diriger. Orlando Ward commanda la 20e division blindée en 1945 après avoir été relevé plus tôt dans la guerre. Terry Allen dirigea la 104e division d'infanterie jusqu'à la fin de la guerre, après son retrait de la 1re division d'infanterie. Cette flexibilité distingua l'approche américaine des systèmes allemands et britanniques. Les commandants allemands qui échouaient étaient dotés souvent fusillés ou emprisonnés. Les commandants britanniques qui échouaient recevaient rarement de secondes opportunités. Le système américain traita l'échec comme une information plutôt qu'une disgrâce, permettant à l'armée d'apprendre de ses erreurs plutôt que de simplement les punir. La transformation que Marshall accomplit peut être mesurée en chiffres. Lorsqu'il prit le commandement en septembre 1939, l'armée comptait moins de 190 000 soldats organisés en 6 divisions, avec seulement 4 dans les États-Unis continentaux, une à Hawaï et une aux Philippines. À la fin de 1940, le nombre était passé à 269 000. À la fin de 1941, il dépassait 1 400 000. En 1943, près de 7 millions. À son apogée en mars 1945, l'armée des États-Unis comptait plus de 8 millions de soldats organisés en 91 divisions. Cette expansion nécessita une augmentation correspondante des officiers. Des hommes qui avaient été lieutenants en 1940 étaient un colonel en 1944. Le goulot d'étranglement qui avait étouffé les carrières pendant 2 décennies fut brisé par les exigences de la cause de la guerre mondiale. Les jeunes officiers que Marshall avait identifiés et protégés dirigeaient maintenant des divisions et des corps au combat. L'armée qui prit d'assaut les plages de Normandie le 6 juin 1944 ne ressemblait en rien à la force que Marshall avait héritée 5 ans plus tôt. Les soldats américains traversèrent la Manche dans des péniches de débarquement conçues et construites dans des chantiers navals américains.
Ils furent soutenus par des avions fabriqués dans des usines américaines. Ils portaient des armes produites par une mobilisation industrielle qui avait transformé l'économie américaine, mais l'équipement seul ne gagnait pas les batailles. Les hommes qui dirigeaient ces soldats avaient été sélectionnés, formés et testés par le système créé par Marshall. Ils avaient survécu au conseil d'épuration. Ils avaient fait leurs preuves lors des manœuvres et au combat. Ils étaient les meilleurs officiers que l'armée américaine pouvait produire, et ils dirigeaient depuis le front. Winston Churchill appela Marshall le véritable organisateur de la victoire et le plus noble Romain de tous. Eisenhower déclara que notre armée et notre peuple n'ont jamais été aussi redevables à aucun soldat. Harry Truman dit simplement que des millions d'Américains donnèrent à leur pays un service exceptionnel. George C. Marshall lui donna la victoire. Le magazine Time nomma Marshall homme de l'année 2 fois, en 1943 et 1947. Il devint le premier et seul soldat de carrière à recevoir le prix Nobel de la paix, décerné en 1953 pour le plan Marshall qui reconstruisit l'Europe après la guerre. Il servit à la fois comme secrétaire d'État et secrétaire à la Défense. La seule personne dans l'histoire américaine à occuper les deux postes. Les officiers que Marshall retira tombèrent dans l'obscurité. Leurs noms n'apparaissent dans aucune histoire de la guerre. Leurs contributions, quelles qu'elles auraient pu être, restèrent non faites. Certains acceptèrent leur sort avec dignité, comprenant que la mission était plus grande que toute carrière individuelle. D'autres nourrirent du ressentiment pour le reste de leur vie, n'acceptant jamais que leur temps était passé. Les officiers que Marshall promut devinrent des légendes. Eisenhower servit 2 mandats comme président des États-Unis. Bradley devint général 5 étoiles et la figure militaire la plus respectée de l'ère d'après-guerre. Patton mourut dans un accident de voiture quelques mois seulement après la capitulation allemande, mais son nom devint synonyme de commandement agressif. Les hommes de Marshall façonnèrent la doctrine militaire américaine et la politique de défense pendant une génération après la fin de la guerre. Marshall lui-même ne recherchait aucune gloire. Lorsque Roosevelt mourut en avril 1945 et qu'Harry Truman devint président, beaucoup supposèrent que Marshall recevrait le commandement de l'invasion du Japon ou quelque autre affectation prestigieuse. Au lieu de cela, Marshall resta à Washington, coordonnant l'effort de guerre mondiale depuis son bureau. Lorsqu'Eisenhower fut choisi pour commander l'invasion de Normandie, un poste que Marshall avait désiré, il accepta la décision sans se plaindre. Truman offrit à Marshall la possibilité de devenir gouverneur militaire de l'Allemagne après la guerre. Marshall refusa, il en avait assez vu de la guerre. Il voulait rentrer chez lui dans son jardin à Leesburg, en Virginie, et passer du temps avec sa femme, Catherine. Mais la retraite se révéla impossible. Truman avait besoin de lui en Chine comme envoyé spécial, puis comme secrétaire d'État, puis comme secrétaire à la Défense pendant la guerre de Corée. Marshall servit jusqu'à ce que sa santé défaille, répondant toujours présent lorsque son pays l'appelait. La leçon de la purge des officiers de Marshall s'étend au-delà des affaires militaires. Les organisations de toutes sortes sont confrontées aux mêmes défis qu'il a affrontés. Comment retirer des personnes qui n'ont rien fait de mal sinon vieillir à leur poste ? Comment faire de la place pour de nouveaux talents lorsque les dirigeants existants ont mérité leur place par des années de service fidèle ? Comment équilibrer la loyauté envers les individus et la responsabilité envers l'institution ? La réponse de Marshall fut sans compromis. La mesure doit être la performance d'aujourd'hui. Les réalisations passées, les amitiés personnelles, les relations politiques, rien de tout cela ne pouvait être autorisé à l'emporter sur la capacité actuelle. La mission était trop importante. Les enjeux étaient trop élevés. Des hommes moururent si les dirigeants ne pouvaient pas diriger. Marshall énonça sa philosophie dans des mots qui méritent maintenant d'être retenus. Le leader véritablement grand surmonte toutes les difficultés, dit-il. Les campagnes et les batailles ne sont rien d'autre qu'une longue série de difficultés à surmonter. Le manque d'équipement, le manque de nourriture, le manque de ceci ou de cela ne sont que des excuses. Le véritable leader manifeste sa qualité dans ses triomphes sur l'adversité, aussi grande soit-elle. Il avait une autre maxime qui résumait son approche de la sélection des dirigeants. « Si le leadership dépend purement de l'ancienneté, disait-il, vous êtes vaincu avant de commencer. Vous donnez très peu à un bon leader et il réussira.
Vous donnez beaucoup à la médiocrité et elle échouera. Ce principe exigeant l'excellence, n'acceptant aucune excuse, mesurant les dirigeants par les résultats, transforma une armée classée 19e au monde en la force qui vainquit l'Allemagne nazie et le Japon impérial. Cela demeure l'héritage durable de Marshall. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous pour rester connecté avec ces histoires méconnues, chacune compte. Chacune mérite d'être rappelée. Et nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez. Notre communauté s'étend à travers le monde. Des vétérans aux passionnés d'histoire, vous faites partie de quelque chose de spécial ici. Merci d'avoir regardé et merci de garder ces histoires vivantes.